Bienvenue, madame et monsieur. Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Tout de suite, les trois titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le plan stratégique 2022-2025 élaboré par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Ce document, qui sera validé dans les prochains jours, a été conçu lors d'un atelier à Grand-Bassam dans la région sud. Coupe d'Afrique des Nations 2021, 2 buts partout hier entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Les éléphants footballeurs devront patienter pour le ticket du second tour de la compétition. Alors qu'en pensent les supporters des éléphants? Ils se confient à nous dans ce journal. Enfin, la Corée du Nord a lancé 2 nouveaux missiles depuis un aéroport près de Pyongyang. Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail à Libreville au Gabon. Le président de la République de Côte d'Ivoire a quitté Abidjan aujourd'hui. Information rapportée par la présidence ivoirienne. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien va s'entretenir avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Le président de la République, Alassane Ouattara, va donc regagner Abidjan dans la soirée. Décès hier à Bamako de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, la Côte d'Ivoire solidaire du Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé au peuple malien une lettre de condoléances. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de mon frère, Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président du Mali. Je rends hommage à un grand homme d'État et un ami de la Côte d'Ivoire. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse Ami, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'au peuple malien. Que son âme repose en paix. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé hier à Bamako, la capitale, à l'âge de 76 ans. Ibeka a dirigé le pays de 2013 à 2020. Les précisions de Abou Sanogo. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, qui se réclamait de la gauche, a connu une ascension fulgurante sous Alpha Ouma Konaré, premier président de l'ère démocratique du Mali de 1992 à 2002. Il a notamment été premier ministre de 1994 à 2000. Prétendant malheureux à l'élection présidentielle de 2002, il tient sa revanche en accédant au palais de Koulouba, le siège de la présidence malienne en 2013. En septembre 2018, le président réélu du Mali, Ibeka, prête serment à Bamako pour un second mandat à la tête d'un pays en proie aux attaques djihadistes. Le coup d'État qu'il a renversé en août 2020 a été suivi d'un deuxième en 2021. La junte conduite par le colonel Assimi Goïta a annoncé son intention de diriger le pays pendant plusieurs années, alors qu'elle s'était engagée auparavant à organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives afin de permettre le retour des civils au pouvoir. À 76 ans, l'ancien président malien vivait reclus à son domicile de Sébénikoro. Il ne menait plus de vie publique depuis qu'il a été renversé. Il avait connu une grave alerte médicale peu de temps après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020, est décédé ce dimanche à son domicile. La cause de son décès n'a pas été précisée. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, le plan stratégique 2022-2025 élaboré par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance lors d'un atelier à Grand-Bassam dans la région sud. Le document qui sera validé dans les prochains jours vise entre autres à renforcer les capacités du personnel du ministère. Les explications de Dangui Dangui. Santé, éducation, justice. Tous les domaines de la vie de la nation sont exposés à la corruption.
s'il n'en souffre pas déjà selon les experts, qui indiquent par ailleurs que la Côte d'Ivoire a une faible performance en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Et cela malgré les efforts du gouvernement. C'est pourquoi le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a organisé un atelier pour se doter d'un plan stratégique 2022-2025. Si la corruption est une pratique occulte, qu'il se fait, comme on le dit, sous la table, dans une parfaite entente entre deux personnes, aujourd'hui, la lutte contre la corruption a su prendre sa place en Côte d'Ivoire. Le ministre Epifane Zoro a su traduire la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, donc a su donner à cette vision-là une force qui aujourd'hui est en train de se traduire en programme, en plan stratégique pour les années à venir. Entre autres enjeux de ce plan stratégique appelé à être validé, renforcer les capacités du personnel du ministère sur la planification axée sur les résultats et le cadre de mesure des rendements. Toujours en Côte d'Ivoire, comment les travaux de réhabilitation de la côtière avancent-ils? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a effectué il y a quelques jours une visite du chantier. Les travaux de rénovation de la route de la côtière ont été lancés en septembre dernier. Les précisions dans ce reportage de Mahama Traoré. Vu l'état actuel de la côtière, rares sont les véhicules à l'emprunter. L'aventure est parfois chaotique pour certains poids lourds. Les minicars de transport, eux, essaient tant bien que mal de desservir les villes de Grand Laou, Fresco, Sassandra et de San Pedro, localités périphériques à cet axe routier. On peut faire au moins 3 heures du temps, 4 heures du temps sur Sassandra. Pourquoi? La route n'était pas bonne. Voilà, ils sont en train de faire les travaux. Bon. La route est peu bonne pour le moment d'abord. Donc c'est ça qui fait qu'on est un peu rapide. Depuis septembre dernier, cette voie longue de 353 km connaît des travaux de rénovation dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 3 entreprises sont engagées sur le chantier afin d'être dans les délais de fin 2022. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier vient déjà se faire une idée de l'état d'avancement du chantier. Sur la section d'Abou-Grand Laou, les travaux avancent, mais nous avons demandé à l'entreprise d'augmenter sa cadence. Sur la section Fresco-Sassandra, je pense que l'entreprise travaille bien, les travaux avancent bien, aussi bien sur la section Sassandra-San Pedro. Donc sur ces 2 sections, avec les travaux préliminaires que l'entreprise a terminés, on peut économiser, ils nous ont fait économiser 1h30 sur le temps de parcours ancien. Seule la section menant de Grand Laou à Fresco connaît des retards. Sur ce tronçon, l'entreprise n'a travaillé que sur une dizaine de kilomètres. Le reste du tronçon était un véritable calvaire parce que la route était dans un état de dégradation très avancé. Nous avons demandé à l'entreprise qui ne s'est pas encore véritablement mobilisée donc de faire tout pour que sur ce tronçon, les travaux aillent très vite. Tout sera fait pour lever les obstacles. Au niveau des moyens, il n'y a pas de problème. Au niveau des budgets, tout est prévu. C'est un délai relativement court. Ça nécessite donc une très bonne organisation, de sorte qu'on puisse donc tenir les délais. Le chantier de la côtière se prolonge dans les rues de San Pedro, ville hôte de la Cannes 2023. Les axes routiers de la cité portuaire sont en pleine métamorphose. Ce boulevard en construction va ainsi rallier le rond-point de la gare routière au futur village de la Cannes, en passant par la nouvelle université de San Pedro. San Pedro, dans la région sud du pays, l'université est ouverte depuis octobre 2021. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité il y a quelques jours cet institut qui vient ainsi augmenter la capacité d'accueil des universités publiques. Retrouvons Mahama Traoré. Dans l'amphithéâtre de l'université de San Pedro, Adama Diawara est en pleine démonstration de formules physiques. Sous la casquette de l'enseignant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dispense un cours de mécanique du point aux étudiants des classes préparatoires de mathématiques, physique et de sciences de l'ingénieur. Je constate que
le niveau il est assez bon. C'est vrai qu'il y aura une montée en puissance, mais je pense que petit à petit, avec la qualité, la compétence des enseignants qu'ils ont, je suis persuadé qu'on en fera de bons ingénieurs demain. À la fin du cours magistral, Adama Diawara reprend ses fonctions de ministre pour sillonner la nouvelle université dont certains édifices sont en cours de construction. Tour à tour, ils se rendent sur les chantiers de la future cité universitaire, de la scolarité, des salles de travaux dirigées, de la bibliothèque, de la salle de conférence et enfin de la station d'épuration. La fin des travaux de la phase 1 est prévue pour la mi-avril 2022. Alors, il était de mon devoir en tant que ministre du sous-secteur de venir voir l'état d'avancement des travaux pour être sûr que les délais prévus pour la mi-avril 2022 seront tenus. Donc, nous avons fait le tour des chantiers pour voir l'évolution donc de ces chantiers-là. Et de là, je rendrai compte à ma hiérarchie, notamment donc au président de la République et au Premier ministre. J'avoue que je suis satisfait de ce que j'ai vu. À ce rythme-là, je pense que les délais seront tenus. Ou alors, s'ils ne sont pas tenus, il y aura peut-être un décalage, mais qui est infime. Pour cette première année, l'université de San Pedro accueille 380 étudiants. Dans l'actualité nationale également, la poursuite des états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Alors après l'étape des consultations régionales, c'est au tour des directeurs d'institutions et autres professeurs d'université de faire des recommandations visant à améliorer le système éducatif. Les échanges et travaux se sont déroulés récemment dans la commune du Plateau. Le point, Astou Touré. Après le dialogue citoyen, c'est le tour des experts, composés de professeurs d'université et de directeurs d'institutions, de s'imprégner des travaux validés par le plan national dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale. Un dialogue ouvert sur l'école ivoirienne qui permettra aux acteurs et partenaires de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. La scolarisation commence déjà à 2 ans. Par le préscolaire. Et il faut partir donc de la base réelle pour remonter. Je pense que ces séances-là sont bienvenues. Les concertations régionales et les concertations des districts étant réalisées, c'est autour des commissions thématiques dirigées par les experts. L'objectif est d'analyser les cadres de référence du développement du secteur éducation-formation. L'exercice que nous attendons aujourd'hui, c'est que les experts, à travers les 7 thématiques qui ont été définies, nous apportent aussi leur vision pour que, au niveau des assises nationales, les trois visions soient autour de la table, le politique, l'expert, le citoyen, pour construire ensemble le système éducatif national dont nous rêvons tous. Le travail préparatoire aux commissions techniques des États généraux de l'éducation nationale dure 1 mois et permettront de présenter les termes de référence des commissions thématiques et les modalités d'organisation pratique des travaux. Les travaux seront remis à la fin du processus au président de la République, Alassane Ouattara. Une tournée dans le centre-est du pays pour sensibiliser les populations et les amener à utiliser la télévision numérique terrestre, la TNT. Venance Conan, le président du conseil d'administration de la société ivoirienne de télédiffusion IDT, a expliqué récemment aux populations de Lifou et du Hunzi les avantages de la TNT. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, Venance Conan, est sur le terrain. À Bokanda, Daoukourou, Prikourou, Wele et Mbayakuru, Venance Conan a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moins de coût. Voilà pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Une fois que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je venais expliquer à nos parents. Pour le PCA des IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur donner l'argent. Ne serait-ce qu'en étant
installateurs ou revendeurs, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner cette information, former des jeunes pour être des installateurs. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. Arrivé au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte 7 chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Protégeons nos familles, nos amis et notre entourage. Alors faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus et respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 133 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 79 221 cas confirmés de coronavirus, 74 296 personnes guéries, 758 décès et 4 167 cas actifs. Région du Onzi, dans le centre-est du pays, la jeunesse appelée à dire non à l'immigration clandestine et illégale. Une campagne de sensibilisation a donc été lancée il y a quelques jours par la Fondation Espoir de Dimbokro en partenariat avec le club des Amis de la Culture. Les précisions de Jean Djadji. Sont des milliers ces jeunes qui chaque année optent pour l'immigration irrégulière. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, l'année 2021 est classée année record avec plus de 28 000 migrants. À Dimbokro, la jeunesse est sortie écouter le message de la Fondation Espoir de Dimbokro à travers des activités telles qu'un don de sang, un tour cycliste et un match de gala. Pour les initiateurs, mener ce genre d'action peut contribuer à rendre la jeunesse plus consciente sur les risques de l'immigration irrégulière. J'espère que ce genre d'initiatives pourront être perpétuées dans le temps et aussi permettre aux jeunes d'être mieux sensibilisés et d'avoir un impact fort et de leur montrer que c'est possible de pouvoir se battre sur leur sol et de pouvoir s'en sortir. Le Super Ebony 2019, Serge Koléa et son équipe sont venus soutenir l'initiative. Bientôt, une campagne dénommée Reste chez toi va sillonner la Côte d'Ivoire. Le concept Reste chez toi va sillonner toute la Côte d'Ivoire pour parler de paix, mais surtout pour inviter nos jeunes à éviter de s'inscrire dans cette vision de migration irrégulière qui les mène à la mort, qui les mène à un avenir incertain. Et pourtant, il y a tellement d'opportunités en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités en Afrique pour nos jeunes qui, malheureusement, ont décidé de s'inscrire dans cette voie sans issue. Aujourd'hui, il faut que nos jeunes qui sont concernés par cette thématique se lèvent eux-mêmes pour parler aux jeunes. C'est pourquoi, en tant qu'ambassadeur de la paix, nous soutenons l'initiative de ces jeunes. La caravane Reste chez toi est un concept du Club des Amis de la Culture. Bientôt, cette campagne sillonnera des communes et régions de la Côte d'Ivoire. Elle aura pour objectif de sensibiliser la jeunesse à l'immigration clandestine. Un mot à présent sur cette campagne de sensibilisation lancée par l'organisation non gouvernementale EduFort, éducation forestière et environnementale. Les élèves de Bouaké, dans la région centre du pays, ont été instruits sur les dangers des feux de brousse. Les explications dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. La période de la saison sèche est un moment où les feux de brousse font beaucoup de dégâts. Destruction de plantations, de forêts, de villages à la clé des pertes en vie humaine. Les feux de brousse entraînent également l'avancée du désert et le changement climatique. Pour attirer l'attention des populations sur les méfaits des feux de brousse, l'ONG EduFort, Éducation forestière et environnementale, lance une caravane de sensibilisation. Première escale, Bouaké. Et la cible choisie, les élèves. Nous avons choisi les élèves pour cette conférence parce qu'on se dit qu'à travers les élèves, le message peut mieux passer. C'est-à-dire lorsqu'ils seront à la maison,
seront les porte-paroles de l'ONG afin d'expliquer tous les thèmes ou toutes les thématiques que nous avons traitées à leurs parents. Plusieurs communications pour édifier les élèves. J'ai retenu que ce n'est pas bon de détruire les arbres, car les arbres nous apportent plusieurs choses. Ça nous permet de bien respirer l'oxygène. Les feux de brousse détruisent les forêts et les plantations. Je veux dire à mes parents du village de lutter contre les feux de brousse. La famille éducative encourage l'organisation non gouvernementale et du fort à continuer la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut que féliciter les organisateurs de cette conférence parce qu'il faut le dire, avec l'avancée du désert, il y a lieu de sensibiliser les populations quant aux méfaits des feux de brousse. L'ONG Edufort se positionne comme une organisation de protection de la forêt et de l'environnement en Côte d'Ivoire. L'ONG a vu le jour en 2019. Dans l'actualité nationale aussi, la rentrée politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, section Yakassé à Tobrou. C'est dans la région de Lamé, dans le sud du pays. Les militants ont été appelés à assurer la victoire du RHDP pour les prochaines échéances électorales. Herman Niamia. Avant 2012, seulement 20% des villages disposaient d'électricité dans le district du Zanzan. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des villages qui sont connectés au réseau électrique national. En plus de l'électricité, la plupart des localités du district bénéficient de pompes hydrauliques, de dispensaires, d'écoles primaires et les voies d'accès aux différents villages sont régulièrement reprofilées. Pour toutes ces actions de développement initiées au profit du district du Zanzan, les populations ont décidé de dire merci au président de la République Alassane Ouattara. Réunis à Nagabaré, village situé à 70 km de Bondoukou, les populations avec à leur tête le roi de Bouna, l'ensemble des chefs traditionnels de la région et les guides religieux ont tenu à rendre un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir sorti tout le district du Zanzan de l'obscurité. Les actes posés chez nous par le chef de l'État sont nombreux et diversifiés. Dans le domaine de l'électrification, par exemple, d'un taux de couverture en dessous de 20% en 2012, nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture au-dessus de 60%, avec une projection à 100% en 2025. Avant, pour quitter ce village et arriver à Abidjan, on pouvait passer plus de 3 jours sur la route. Mais aujourd'hui, on peut faire aller-retour. Le président a encore au programme des constructions des châteaux d'eau dans toutes les sous-préfectures et des gros villages. Il a fait beaucoup. Représentant le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, le préfet des régions du Gontougo, a salué cette initiative des populations avant de rappeler les grands chantiers entrepris par le chef de l'État dans le district du Zanzan. Entre autres, le bitumage en cours de l'axe Angbilokou-Bondoukou, l'université de Bondoukou et la construction en cours d'une zone industrielle de transformation de la NACAD. Le gouvernement est assidûment et résolument au travail afin que ces acquis tangibles touchent toutes nos régions ainsi que le quotidien de tous les Ivoiriens. Beaucoup a été fait pour sortir le district du Zanzan de la précarité, certes, mais il reste encore à faire dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les populations ont donc demandé des efforts supplémentaires au président de la République Alassane Ouattara afin de sortir totalement cette région de la précarité. Pour clore cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district du Zanzan a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de Nagabaré pour répondre à une doléance des populations. Voilà, les populations du Zanzan ont rendu récemment hommage au président de la République Alassane Ouattara. Elles ont salué ses actions de développement dans le district du Zanzan. Au chapitre religion, les réjouissances des fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Sainte-Marie-Reine de Dogbo, dans la région sud du pays. Ils ont participé récemment à la messe d'installation du nouveau curé. Les détails, Jean Djadji. C'est dans le recueillement et la prière que Pascal Damana André reçoit les bénédictions du Père célébrant. Il est le nouveau curé de la paroisse Sainte-Marie-Reine de la commune de Dogbo. Le Père Pascal Damana aura la lourde charge
de veiller sur les âmes et de prôner l'amour et la paix comme valeur véhiculée par le Christ. Les membres du clergé du diocèse de San Pedro ont apporté leur soutien à la nouvelle œuvre sacerdotale du nouveau curé. Le message que je lance ce matin, c'est un message de paix et surtout de prospérité à toute la communauté de Dobo, parce que j'ai fait 4 années pastorales sur cette paroisse que j'ai servi. Alors, je vois que les choses avancent et je souhaiterais, en cette nouvelle année 2022, que le Seigneur accorde encore sa grâce et sa bénédiction à cette paroisse. Le père Pascal Damana s'est engagé devant ses supérieurs ecclésiastiques à suivre les prescriptions de l'Évangile. Merci à la population de Dobo et en particulier au commandant ici présent pour son soutien. Et nous espérons, avec la grâce de Dieu, faire avancer l'Évangile comme le Seigneur lui-même nous l'a demandé, jusqu'aux extrémités de la terre. Les fidèles chrétiens catholiques de Dobo ont été instruits aux valeurs du vivre ensemble et du développement. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Tenue en échec hier par la Sierra Leone, 2 buts partout. Les éléphants footballeurs devront encore patienter pour valider leur ticket pour le second tour de la compétition. À noter également la belle victoire de la Tunisie sur la Mauritanie, 4-0. Arsène Kouassi et Patrice Dadier du service sport. Après son succès étriqué contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a à cœur de surfer sur cette dynamique. Face à la Sierra Leone, les éléphants réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Franck Kessié se propose et perd son duel face au gardien sierra-léonais. Dans la foulée, Franck Kessié est tout proche de se racheter, mais ne parvient pas à cadrer. Échéance retardée. La domination des éléphants se concrétise à la 25e minute avec l'ouverture du score signé Sébastien Haller. Sans être souverains dans le jeu, les Sierra-Léonais parviennent aussi à se créer quelques opportunités, mais la tentative de Mohamed Bouya est repoussée par Sangaré Ali. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les hommes de Patrice Baumel repartent sur le même fondement, mais peinent à se montrer efficaces à l'image de la tentative de Nicolas Pépé. Un manque d'efficacité qui sonne le réveil des Sierra-Léonais. Moussa Camara profite d'un service pour égaliser. À un but partout, le match s'anime et tourne rapidement au duel des buteurs. Nicolas Pépé redonne l'avantage aux siens, mais si la possession est ivoirienne, le réalisme est sierra-léonais. Alaji Camara exploite parfaitement la bourde de Sangaré Ali pour rétablir la parité. 2 buts partout, score final. Un nul qui contraint la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone au partage de points. En attendant leur prochaine sortie le 20 janvier pour une éventuelle qualification pour le 8e de finale. Dans le groupe F, la Tunisie s'offre un festival contre la Mauritanie, 4-0 pour faire oublier sa défaite du premier match. Séduisant et déterminé, à l'image du capitaine Wabi Kazri, les Aigles de Carthage ne laissent aucune chance aux Mourabitoun éliminés de la compétition. Les Tunisiens devront confirmer contre la Gambie pour s'assurer une qualification directe. Coupe d'Afrique des Nations 2021, comment ont donc réagi les supporters de la Côte d'Ivoire hier, avant, pendant et après la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone? Notre équipe de reportage s'est rendue dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Le point dans nos prochaines éditions. De son côté, l'Algérie, championne d'Afrique en titre, n'a pas vu venir la Guinée équatoriale. Les Fennecs ont été vaincus hier par 1-0. Les explications de Arsène Kouassi et Patrick Dadier du service sport. Riyad Mahrez et l'équipe d'Algérie ont longtemps cherché la faille face à la Guinée équatoriale dans une rencontre où l'expression dominée n'est pas gagnée a eu encore tout son sens. Tenue en échec d'entrée par la Sierra Leone, l'Algérie déjà sous pression joue gros face à la Guinée équatoriale. Un match que les Fennecs d'Algérie démarrent sur des chapeaux de roue avec de multiples occasions sans pour autant se montrer efficaces. Comme c'est le cas avec Bagdad Bounedja. Conscients de la menace, les joueurs de Nzaland National tentent d'apporter la réplique, mais Pablo Gane échoue face au portier algérien. Décomplexés, les joueurs équato-guinéens s'illustrent à nouveau
Mais la tentative d'Ivan Salvador frôle le cadre. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les champions d'Afrique font siège du camp de la Guinée équatoriale. À force de pousser, ils s'exposent contre des Équato-Guinéens. Esteban Oresco profite d'un corner pour permettre à la Guinée équatoriale d'ouvrir la marque. Malgré la bonne volonté des Fennecs d'Algérie de refaire son retard, le score n'évoluera plus. 1-0, score final. La dernière défaite des Fennecs remonte à 2018. La Guinée équatoriale réalise une belle opération et décroche la deuxième place avec 3 points, juste derrière la Côte d'Ivoire dans le groupe E. La troisième journée des phases de groupe débute donc aujourd'hui, lundi 17 janvier 2022, avec les rencontres Burkina Faso-Éthiopie à 16h GMT et Cameroun-Cap-Vert également à 16h GMT. Pour terminer ce journal, notez que le régime nord-coréen a tiré aujourd'hui 2 missiles balistiques présumés depuis un aéroport près de Pyongyang. C'est ce que déplore la Corée du Sud. La Corée du Nord avait tiré récemment depuis un train 2 missiles tactiques guidés. Elle a procédé à 2 essais les 5 et 11 janvier dernier qu'elle a annoncés comme des missiles hypersoniques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.